la table ronde. Dans le cadre de cette table ronde, en fait, nous avons souhaité donner la parole à des enseignants, des enseignantes du premier et du second degré qui travaillent avec des élèves allophones et qui ont la particularité d'avoir suivi le master FLES ici à Grenoble. Et c'est suite à l'obtention de ce master que 3 d'entre eux ont pu décrocher un poste spécifique auprès de ce public. Nous avons pensé que ces anciens étudiants, anciennes étudiantes, pourraient ainsi établir des ponts entre leur pratique professionnelle et la formation qu'ils ont pu suivre ici à Grenoble. Alors, ils sont tous issus de la même promotion d'étudiants de master en formation continue, je précise, donc des étudiants qui sont déjà enseignants et qui viennent faire le master en 1 an. Promotion de 2016-2017, et je tiens à dire que d'autres de cette même année auraient pu être ici également, mais bon, voilà, on ne pouvait pas faire une table ronde trop nombreux. Et voilà, donc il s'agissait d'une belle équipe à laquelle je vais donner la parole dans quelques secondes. Alors la table ronde se déroulera en 3 temps, 3 tours de table assez rapides. Le temps de parole de chaque intervenant est de 8 minutes au total. Et il y aura 2 temps d'échange avec la salle, après le 2e tour de table et après le 3e. Donc, premier tour de table, chacun va présenter son parcours et également le contexte dans lequel il se trouve. Hein. Et puis, on enchaînera sur un 2e tour de table, mais je présenterai après la thématique. Donc je commence. Oui. Alors moi je suis donc toujours prof des écoles en classe ordinaire, donc j'ai pas eu de poste en UPE2A, mais par contre donc j'ai suivi le master il y a 2 ans dans le cadre d'un congé formation et j'enseigne là dans une école à Voiron qui est à 30 km de Grenoble, et dans cette école nous accueillons régulièrement, ça passe pas ? Nous accueillons régulièrement, oui c'est mieux, des élèves allophones. Alors cette année par exemple, j'ai 28 élèves dans ma classe de CE2, donc à peu près 8 ans, dont une petite fille portugaise qui est arrivée au mois d'octobre sans parler un seul mot de français. Je suis en lien avec l'enseignant UPE2A itinérant sur les écoles du secteur qui vient prendre en charge les élèves allophones, donc dans nos écoles, 1 ou 2 fois par semaine à raison d'à peu près 3 heures par semaine. Oui, bonjour, moi donc Nathalie Borin, je suis prof des écoles depuis 25 ans. Donc disons que j'ai enseigné dans classe ordinaire pendant 25 ans et ensuite j'ai fait le master FLE, donc ici. Voilà, depuis 1 an en fait, alors lorsque j'étais professeur des écoles en classe ordinaire, j'avais aussi régulièrement des enfants allophones et je ne savais pas quoi en faire. C'était quand même un gros problème pour moi. En tout cas, ça m'a quand même un peu interpellée. J'ai suivi le master et depuis cette année, en fait, je suis enseignante en UPE2A itinérante, donc dans le 1er degré. Alors itinérante, c'est-à-dire que je suis sur le secteur d'Albertville en Savoie et je couvre un secteur assez vaste qui doit faire à peu près 20 km, 30 km d'un bout à l'autre. Et j'interviens sur 6 écoles. Donc je viens en fonction des besoins. Lorsqu'un enfant arrive, eh bien... on m'appelle et je vais voir cet enfant, le tester, enfin voilà. Ça, j'expliquerai après un peu le fonctionnement de l'UPE2A en primaire. Donc sur ces 6 écoles, je prends en charge environ 25 élèves. Voilà, donc 25 élèves allophones, plus quelques-uns en plus. Hein, tout à l'heure, quelqu'un avait posé la question par rapport aux enfants qui étaient non francophones à l'arrivée en primaire alors qu'ils étaient nés en France et avaient suivi la maternelle. Voilà. Quand c'est possible, en fait, je prends aussi en charge ces enfants-là. Voilà, à la demande des collègues, et avec l'autorisation de mon inspecteur, parce que je ne peux pas faire sans. Voilà, je prends aussi en charge ces enfants. Voilà, ça permet d'avoir un étayage pour eux en dehors de la classe. Voilà. Au niveau des... Je suis large. Au niveau de la prise en charge, en fait, normalement dans les textes, c'est 9 heures par semaine, mais vu que j'aime déplacer et que je couvre beaucoup d'écoles, eh bien, en général, j'ai plutôt une prise en charge qui est autour de 3 heures, c'est-à-dire c'est vraiment très court. Parce que j'ai à peu près 25-28 élèves, ça dépend des périodes de l'année, mais j'ai des groupes qui vont de 1, donc c'est un tout petit groupe, 1 à 9.
Voilà, donc c'est vrai, quand je me déplace pour un enfant, j'ai un enfant roumain qui est arrivé cette année dans une école donc en milieu rural, il faut que je me déplace. Voilà, j'essaye d'être au plus proche de l'enseignant à ce moment-là pour vraiment voir comment il peut l'inclure en classe. Mais c'est pour ça que je dois vraiment beaucoup me déplacer et que j'ai peu de temps avec les enfants. Voilà, ça c'est vraiment un peu le côté négatif. Voilà, je trouve que j'ai pas assez de temps. Ça commence. Oui, donc Lorraine Ohaillon, enseignante en UPE2A au collège Édouard Vaillant à Saint-Martin-d'Air. Donc mon parcours, c'est que j'étais d'abord enseignante titulaire dans le secondaire. J'ai commencé par être professeure de littérature dans des lycées internationaux. Donc c'était un premier pied quand même déjà dans le français, on va dire langue seconde et de scolarisation. Et puis en fait, au bout de ma 4e année de carrière, je me suis reconvertie en quelque sorte, puisque j'ai pour diverses raisons pris une année de disponibilité que j'ai précédée d'un premier stage organisé par le QF et le CASNAV ici à l'UGA, qui m'a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement d'une UPE2A, notamment grâce à Marion Avrier. Et puis ensuite, j'ai fait une année donc de master pour les professionnels en formation continue, ici même. Donc mon public à Saint-Martin-d'Air. Donc c'est une UPE2A qui a été créée en janvier 2017. Donc elle est relativement récente. Elle a été bien dotée. Du coup, au début, j'ai beaucoup de chance dans ce collège. Aujourd'hui, j'ai 19 élèves qui ont des profils assez variés. J'ai un groupe très hétérogène, on en a déjà parlé en termes de niveau scolaire, de langue d'origine, d'âge, de situation, etc. J'ai aussi des élèves en grande difficulté scolaire et ou cognitive, on en parlera après. Et j'ai une élève porteuse d'un handicap cognitif très lourd et reconnu, mais elle est accompagnée d'une AVS qu'elle a attendue pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, elle n'était pas dans ma classe. Au sein de ce groupe, j'ai quand même des sous-groupes qu'on peut considérer comme homogènes, puisque on va dire qu'on va avoir le groupe des Syriens, qui pour la plupart sont très scolaires, même s'ils doivent apprendre le français, et le français écrit, puisqu'ils écrivent en arabe. On a le groupe des Roumains et Italiens, qui est relativement homogène aussi. On a le groupe plus des Roms. Voilà, il y a des sous-groupes un peu qui se dessinent quand même et qui créent des formes de solidarité au sein du groupe hétérogène. Donc Dominique Goninet, donc moi j'ai une formation STAPS, c'est-à-dire c'est métier sportif. Donc vous voyez, tout est possible en FLE. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans le tourisme sportif et particulièrement à l'étranger. Puis il y a 19 ans, j'ai passé le concours de professeur des écoles par le CNED. Puis le master FLE, donc ici il y a 2 ans. Et j'ai appris, en sortant de master, donc j'ai repris ma classe comme professeur des écoles, et j'ai appris un peu par hasard qu'un dispositif UPE2A pour NSA dans un lycée professionnel à Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc je suis dans les Hautes-Alpes, c'est à 100 km d'ici à peu près. Donc ce dispositif se mettait en place. Donc ça s'est fait un peu dans la précipitation, ça a démarré en janvier 2018. Donc le dispositif, l'objectif c'est de ne pas dépasser 15 élèves, donc de respecter la circulaire 2012. Récemment, on m'a fait comprendre que ça pouvait le dépasser, voilà, par téléphone. Voilà, donc j'enseigne, donc c'est des NSA, hein, donc c'est des jeunes qui n'ont jamais été scolarisés antérieurement. Dans cet établissement, il y avait déjà un MODAC qui existe toujours. Donc un MODAC, c'est un dispositif qui dépend du décrochage scolaire, mais qui est particulier aux migrants. Et de plus en plus, ils recevaient des élèves qui n'étaient jamais allés à l'école et dont ils n'arrivaient pas à pas à les prendre en charge. Donc voilà, je m'occupe de ces jeunes-là. Donc j'enseigne le français, les maths, l'anglais et l'EPS, le sport donc. Et il y a un autre enseignant qui me seconde, donc un professeur d'histoire géo, qui donne des cours d'histoire-géographie et de français. Depuis
quelque temps, depuis les vacances de Pâques, il y a une collègue qui a été embauchée comme contractuelle pour encadrer une deuxième classe UP2A, parce qu'il y avait de plus en plus d'élèves qui arrivaient. Ben voilà. Merci Dominique. Alors, on passe tout de suite au deuxième tour de table. Et là, les intervenants auront un temps de parole un petit peu plus long, 4 minutes, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la prise en charge et de l'organisation de leur travail, avec l'accent mis sur les objectifs d'apprentissage et sur les liens avec la classe ordinaire. Adine. Merci. Moi, je vois 2 points abordés en tant que professeur de classe ordinaire. D'une part, comment prendre en charge les élèves allophones dans un groupe classe constitué d'élèves francophones. Et puis, d'autre part, quel lien on peut établir avec l'enseignant UPE2A. Alors, d'abord, la prise en charge des élèves allophones. Donc, notre objectif, c'est d'inclure ces élèves dans la classe au moyen, évidemment, d'une différenciation pédagogique qui est très marquée à l'arrivée de l'élève, puisqu'on va mettre l'accent sur le français de scolarisation, et puis le FLE, et puis cette différenciation va se réduire au fur et à mesure des progrès de l'élève pour arriver dans l'idéal à ce que l'élève allophone suive les mêmes apprentissages que ses camarades, mais en gardant bien souvent un travail quand même adapté. Alors avant de suivre la formation de master, c'est ce que tu disais Nathalie, moi j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire avec un élève allophone, et bien souvent je faisais du bricolage sans savoir si c'était pertinent ou pas. C'était un peu de l'improvisation. Donc, grâce à cette formation, j'ai pu acquérir des connaissances didactiques, évidemment, savoir où aller chercher les ressources également, et puis j'ai pu aussi changer mon regard sur les élèves allophones. J'ai pu mettre en place une différenciation pédagogique plus efficace, donc en allant chercher des ressources spécifiques à l'enseignement du français de scolarisation et du FLE. Du coup, ça m'a permis de construire des progressions plus adaptées pour ces élèves. Et puis, par rapport à mon regard sur les élèves allophones, j'ai pu accepter certains comportements qui, au départ, m'étonnaient, voire me choquaient, comme par exemple qu'un élève allophone ne parle pas à certaines périodes, ou qu'il parle peu, ou bien qu'il parle sa langue d'origine, ce que beaucoup d'enseignants de classe ordinaire ont tendance à refuser, voire à interdire. Et puis, maintenant, je privilégie également, Marion en a parlé, la comparaison de langues et la valorisation de la langue d'origine des élèves. Le deuxième point donc, concerne le lien avec l'enseignant UPE2A. En général, cette communication-là se fait entre 2 portes. Il n'y a pas de temps institutionnalisé pour cela. Donc ça se fait très vite et c'est très peu confortable, quoi. C'est très frustrant d'un côté comme de l'autre. Alors cette formation en master m'a permis justement de faciliter cette communication avec l'enseignant UPE2A dans la mesure où je connais mieux le travail que l'enseignant effectue avec l'élève allophone. Il y a moins besoin d'explicitation de sa part. Et puis, on travaille plus en partenariat maintenant. Par exemple, on organise des ateliers de comparaison de langue avec tous les élèves de la classe. Récemment, par exemple, on a utilisé des ressources du site suisse EOL, dont Marion ou Marie, je ne sais plus, a parlé tout à l'heure, pour mettre en place des ateliers avec tous les élèves pour travailler sur les marques du pluriel dans différentes langues. Donc on a commencé avec des langues très éloignées comme l'indonésien, le turc, l'espéranto et l'aymara. Et puis on a fait dans un deuxième temps un travail sur les langues romanes. Alors l'intérêt de ces ateliers, d'une part pour l'élève allophone, c'est de faire un lien entre ce qui se passe quand il est pris par l'enseignant UPE2A et ce qui se passe en classe ordinaire, puisque là ça mixe les deux situations. Et ça permet également de mettre l'élève en situation d'expert de sa langue et de le valoriser par rapport à ses camarades. Là c'était le portugais en l'occurrence. Et d'autre part, ça permet aux autres élèves de réfléchir sur leur propre langue par le biais d'autres langues. Et ils sont très demandeurs de ce type d'activité. J'ai terminé. Oui, donc moi, dans ma mission en fait, d'enseignante UPE2A en primaire, déjà quand un élève arrive, je vais devoir le tester, enfin l'évaluer. Donc en fait, je l'évalue déjà dans sa langue d'origine, donc en maths, français, voilà, j'essaye de le positionner, de voir quels sont ses acquis antérieurs en fait.
parce que c'est vrai que c'est pas forcément transparent, hein, un enfant qui arrive, qui ne parle pas le français, voilà. Les profs de classe ordinaire, les enseignants de classe ordinaire sont un petit peu démunis, donc voilà, moi je teste et en fait je fais un bilan de cet élève-là pour ensuite pouvoir l'inscrire dans une classe. C'est-à-dire quand un enfant arrive en primaire, il doit être inscrit dans sa classe d'âge, voire N-1, c'est-à-dire si un enfant arrive d'HCE2, par exemple cette année j'ai une élève qui est arrivée donc de Bosnie, d'HCE2, qui avait été scolarisée depuis quelques mois seulement. Donc après l'avoir évaluée, j'ai vu qu'elle était début de CP lectrice, fin de grande section en maths, parce qu'elle avait fait très peu de maths, en tout cas elle n'avait pas abordé les mêmes notions qui ont été abordées cette année. Et une fois, je vais prendre cet exemple pour illustrer un petit peu ensuite comment se fait la prise en charge. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai évalué une élève qui arrive, en fait, avec l'équipe éducative, on essaye de voir ensemble quelle est la meilleure solution pour cet élève. Voilà, comment elle pourrait être le mieux inclue en classe et le mieux progresser. Donc, par exemple, après avoir été évaluée, cet enfant d'HCE2 a été inscrite en classe CE1, puis elle suit la lecture, donc tout ce qui est phonologie dans une classe de CP, et les maths dans une autre. Alors, ça a plusieurs vertus. Déjà, ça adapte son niveau. C'est pas parce qu'elle commence l'année en classe de CP qu'elle finira, en tout cas pour la lecture, qu'elle finira en classe de CP. En fait, ce choix pédagogique, il évolue au fil de l'année. En fait, il est adapté toujours au plus près des besoins de l'enfant. Voilà. Et en plus, ça permet de décharger un petit peu l'enseignant référent, l'enseignant de la classe, parce que c'est quand même toujours un peu une charge, un enfant allophone qui arrive. Voilà, ça c'est un peu ma mission, mais voilà, c'est pas la mienne, c'est pas moi qui décide, c'est vraiment toujours une concertation avec l'équipe. Voilà, donc ensuite, ma prise en charge hebdomadaire, eh bien, elle se fait en fonction des besoins. Moi, au début, vraiment, ce que je privilégie, c'est en fait tout ce qui est le français langue de scolarisation, puisque l'enfant a besoin, dans un premier temps, de pouvoir comprendre ce qui se passe en classe, communiquer avec ses pairs, communiquer avec l'enseignant. Donc, on va vraiment rentrer dans déjà le lexique de base, des syntaxes de base, hein, donc tout ce qui est matériel, les consignes, enfin voilà, tout ce dont on a déjà parlé. Voilà. Je vais beaucoup passer par des petits jeux de rôle, dans ma pratique, des petits jeux de rôle, ou sinon des jeux, hein, Memory, Loto, Domino, enfin voilà. En fait, des jeux qui vont favoriser la prise de parole spontanée, voilà, voir l'écriture après dans un second temps, hein, puisque c'est pas que de la parole, on va aussi passer par l'écrit. Et ensuite, ces jeux vont être transposés aussi, vont être prêtés, voilà, en classe ordinaire, et ils vont permettre à nouveau à cet enfant-là de travailler, soit en autonomie, soit en petit groupe, avec ses pairs dans la classe. Voilà, ça c'est... Voilà. Au niveau donc ça, c'est déjà le premier lien qui va se faire avec la classe ordinaire, c'est-à-dire que le matériel que je mets en place, je vais pouvoir le transmettre. Voilà, ça peut être aussi un travail autour de petits albums qui vont être ensuite alors des albums simples avec des structures syntaxiques simples qui pouvaient être repris, ensuite lus par ces élèves dans les autres classes. Voilà, en tout cas, le lien avec la classe ordinaire, il se fait à travers le travail qui est effectué en UPE2A. Le lien avec les collègues. Alors, le lien avec les collègues, c'est comme disait Adeline, c'est souvent entre deux portes, c'est souvent un peu rapide, on manque de temps. Hein, surtout, moi, je dois passer d'une école à l'autre, donc voilà, j'ai toujours quelques kilomètres à faire entre deux écoles. Donc, c'est souvent trop rapide. Donc, j'essaye de mettre en ligne voilà, des ressources, d'apporter des jeux, et puis surtout de rassurer. Parce que c'est vrai que voilà, souvent, les collègues de classe ordinaire, ils ont besoin d'être rassurés, de leur dire « vous faites au mieux, mais vous ne pouvez pas tout faire ». Parce que souvent, le sentiment, c'est le sentiment, c'est un sentiment de frustration, c'est-à-dire de ne pas faire suffisamment bien, de ne pas prendre suffisamment de temps avec cet enfant-là. Et mon rôle à moi, c'est aussi de dire, voilà, ce que vous faites, c'est super, c'est bien, mais il n'est pas possible avec 25, 27 autres élèves de s'occuper que de celui-là. Surtout qu'en général, il y a aussi d'autres difficultés dans les classes. Voilà, j'essaye aussi de mettre à disposition donc, du matériel, les fiches langues dont on avait parlé, la grammaire en Ile-de-France, en fait, qui répertorie en fait, les spécificités de la langue de l'enfant par rapport au français. Donc ça peut mettre aussi en lumière leurs difficultés. Ça permet de voir voilà, pourquoi cet élève il se trompe à tel endroit. Je n'ai pas mon... Bon, voilà. En tout cas, voilà le lien, il se fait rapidement. J'essaye de le faire au mieux et puis de mettre en ligne, hein, même sur le site de l'inspection, après des ressources qui vont pouvoir être utilisées par les collègues. Merci Nathalie. Lorraine.
Alors, l'organisation de mon UPE2A, c'est celle qui vous a été décrite par Maryse Vincent ce matin, avec les 12 heures maximum de FLE, plus, en ce qui me concerne, en ce qui concerne Édouard Vaillant, 3 heures maximum d'alphabétisation, si besoin. On a aussi la chance d'avoir beaucoup de matières dites spécifiques, donc d'enseignants qui enseignent et qui s'adaptent au groupe de certains élèves UPE2A dans certaines matières. Donc ceux qui sont en difficulté en mathématiques, en histoire géo, en sciences, en anglais et même en littérature, enfin en analyse de l'image et analyse de texte, etc. Donc peuvent bénéficier aussi, si l'emploi du temps le permet, de ces heures en plus avec des professeurs spécifiques. Les objectifs qui me semblent prioritaires dans cette UPE2A, c'est déjà la lecture et l'écriture en français, on en a beaucoup parlé, donc dans ces heures dites d'alphabétisation, on travaille beaucoup phonigraphie, lecture, écriture. On a bien sûr cette autonomie dans la communication avec les pairs et avec le personnel du collège, qui est très importante pour ces élèves. On a le vocabulaire spécifique du français de scolarisation, donc avec les verbes de consigne, le métalangage aussi qui est utilisé dans les matières. On a la compréhension générale de qu'est-ce que c'est un collège, comment il fonctionne, du parcours qu'on va avoir à effectuer dans ce collège et qu'est-ce qui va se passer après. Et puis pour ces élèves, et notamment pour les non scolarisés antérieurement, mais pas seulement, on a tout le rattrapage ou toute l'acquisition de compétences un peu particulières qui, pour ceux aussi qui viennent de cultures très éloignées des nôtres, comme un certain nombre de codes culturels français, comme le rapport à la violence de l'enseignant ou pas, ou à la violence tout court, les notions d'égalité, de discrimination, la question de l'éducation à la santé et à la sexualité, qui a aussi été un sujet au sein des profs du PE2A à Grenoble. Donc voilà, il y a tous ces objectifs-là, je ne les ai pas tous cités, évidemment. Dans ma classe, la différenciation pédagogique, qui est nécessaire dans ce type de dispositif, elle prend différentes formes. Premièrement, le fait que les élèves arrivent, que le groupe d'élèves change à chaque heure de cours, fait qu'il faut donner à chacun les outils pour rattraper un peu en quelque sorte ce qu'il a raté, et donner aussi à ceux qui étaient là avant les outils pour continuer d'avancer, outils qui vont aussi servir aux élèves les plus rapides dans leur apprentissage. Donc ça peut aller des fiches de grammaire et exercices trouvés dans des manuels à des exercices aussi sur ordinateur, sur des sites de jeux pédagogiques ou d'exercices pédagogiques. On pratique évidemment le travail en îlot, par niveau, mais aussi plutôt par objectif, avec donc des élèves qui vont aussi aider les autres. On essaie de favoriser cette entraide. J'essaye de mettre en place à chaque chapitre, dans le sein aussi d'une simulation globale, comme évoqué précédemment, des plans de travail où chaque élève définit les objectifs que lui va devoir essayer d'atteindre pour réaliser sa tâche, qui est une tâche qui est quand même la même pour tout le monde, mais que chacun va essayer de réaliser à son niveau, avec donc un niveau d'exigence différencié, qui va donc réaliser soit tout seul, soit avec d'autres élèves, et soit avec l'aide des autres ou d'un assistant pédagogique ou du professeur, soit avec beaucoup moins d'aide en fonction de son niveau. Par exemple, je peux leur demander de produire une fiche descriptive d'un animal ou d'un végétal. Donc là, on va avoir le lien avec les matières type SVT, par exemple, ou d'écrire un conte. Et donc tout ça, il va essayer de le faire, mais à différents niveaux et avec plus ou moins d'aide. J'essaye aussi de mettre en place des projets pédagogiques et des pratiques qui vont rassembler tout le monde pour créer justement ce groupe qui a été décrit aussi par Marion, l'importance de ce groupe qui va aussi permettre à travers des projets théâtre, des projets de concerts, des conseils d'élèves et des tâches partagées de renforcer cet esprit d'entraide. Je prends quand même rapidement pour le lien avec la classe ordinaire. Il y a des choses qui ont beaucoup été dites. Moi, ça va plutôt se passer en salle des profs, à la récréation, à travers un tableau aussi que j'affiche en salle des profs et à travers des emails et à travers Pronote. Je dois faire circuler beaucoup d'informations sur l'arrivée des élèves, les sorties scolaires, les changements d'emploi du temps, les projets, qui va être en classe quand est-ce qu'il va être sorti de classe parce qu'il y a un projet. J'ai beaucoup d'informations aussi à récupérer. Et par exemple, pour savoir comment l'élève avance et s'il va pouvoir être inclus dans une nouvelle matière ou pas. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses et c'est une des choses que je trouve les plus difficiles parce qu'il faut vraiment penser à plein de choses et même si j'essaye, parfois j'y arrive pas. Voilà, oui, penser à plein de choses, c'est exactement ça.
Donc, alors moi, c'est des élèves donc, qui ont entre 16 et 17 ans. Donc pèse sur eux leur avenir sur le territoire français. Donc mon rôle, c'est beaucoup leur orientation, en fait, leur permettre de pouvoir rester ici. Donc à terme, après l'UPE2A, ces élèves se destinent à suivre un CAP. Donc la CAP, c'est la filière professionnelle, c'est le niveau le plus faible pour préparer un métier. C'est des formations qui se font sur 2 voire 3 ans. C'est des élèves qui ont un niveau CM1, CM2, français niveau A1, les meilleurs A2. Parfois, les plus faibles ont besoin de cours d'alphabétisation. Mais en général, donc, ces MNA ont eu un parcours assez compliqué. Ils ont passé pas mal de temps déjà en Italie ou en Espagne, suivant par où ils sont arrivés. Donc ils ont souvent bénéficié d'alphabétisation déjà dans les pays là où ils sont passés avant. Donc ils arrivent déjà avec la connaissance de l'alphabet. Et en plus, mes élèves sont essentiellement des Africains francophones. Donc comme l'avait dit Madame, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée. Donc ils ont la connaissance du français à l'oral. Donc la difficulté de gestion de ces élèves, ça a été dit aussi, c'est l'arrivée permanente d'élèves dans la classe et aussi gérer les départs aussi permanents de la classe. Alors il y a pour ceux qui sortent, je vais dire qu'il y a 2 cas de figure. Il y a déjà ceux qui ont fait des progrès considérables, et ils en font. On essaye de les mettre dans un dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure, le MODAC. Donc ça les revalorise, et puis ils arrivent avec des élèves qui ont un niveau supérieur. Ça permet aussi d'alléger l'effectif de la classe, vu qu'en permanence, il y en a d'autres qui arrivent. Et puis, il y a aussi le cas des élèves qui partent en stage. Donc ça, c'est pas nous qui le gérons, qui partent en stage et qui cherchent un contrat d'apprentissage. Et ça, c'est des élèves qui sont pris en charge par des éducateurs dans des maisons d'enfants. Et ça, on n'arrive pas trop à contrôler. Ils sortent du dispositif et on n'arrive pas à les garder avec nous. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est des élèves donc, qui ont des situations administratives très compliquées. Surtout cette année, hein, il y a de plus en plus de pression sur ces jeunes qui sont déminorisés. Ça veut dire que j'ai des élèves qui sont reconnus mineurs officiellement, donc eux ils sont pris en charge par le département. Tous les autres, ils ont ce jugement qui leur pèse dessus, ils savent pas. Donc ça pèse beaucoup sur leur scolarité. Donc on est obligé d'en prendre compte. On a des relations parfois avec les avocats, avec les familles d'accueil, beaucoup avec les éducateurs. On est aussi obligé d'avoir des relations étroites avec le département. Par exemple, j'ai un élève qui est affecté dans ma classe, puis je ne le vois pas arriver. Pourtant, c'est un élève qui est pris en charge par le département. Je me débrouille pour savoir où il est hébergé. J'appelle l'éducateur. On me dit « Ah bon, il est affecté en classe ?» On ne le savait pas. Donc, il y a un blocage entre le département et la structure. Et puis, cet élève se désespère et finalement, il fugue et il disparaît. Voilà, donc c'est un élève qui aurait dû être dans ma classe, qui probablement aurait pu trouver une solution, et puis là, on ne sait pas où il est. Voilà, c'est toutes ces choses qui sont difficiles à gérer. Alors, donc moi, c'est pas un dispositif finalement. Moi, si j'ai bien compris, moi, c'est une classe. Hein, c'est-à-dire que c'est des élèves, en fait, comme l'urgence, c'est vite de se débrouiller. C'est l'enseignement intensif. Ils sont tous ensemble dans une seule classe au sein du lycée professionnel. Donc la difficulté, nous, c'est un peu la ghettoisation, c'est-à-dire que c'est des gamins, faut les pousser un peu à aller voir les camarades au foyer, tout ça. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est par l'EPS, justement, par le sport, c'est une très bonne solution pour essayer de les intégrer. Donc cette année, on faisait sport avec une professeure d'EPS,
Ça a pas mal marché, mais même pendant le cours de sport, quand on donne des explications, il y a d'un côté mes élèves, de l'autre côté les autres. Voilà, les liens avec mes collègues, donc c'est ça, c'est essayer de trouver des solutions pour les amener un petit peu dans d'autres classes. Les anglophones, je les envoie en cours d'anglais, voilà, toutes ces choses-là. Merci Dominique. Alors, on va faire un petit temps de questions. Alors, par contre, si on n'a qu'un micro, ça va peut-être être compliqué. Y a-t-il des questions là tout de suite? Émilie. Émilie, c'est Émilie. Émilie Amance, encore. En fait, je ne crois pas que ça a été abordé depuis le début du forum. C'était concernant la durée de la prise en charge totale d'un élève. En fait, à combien de temps il a droit? Voilà, parce que j'avais cru lire dans les textes que c'était 1 an maximum à partir de son arrivée. Qu'est-ce qui se passe si un élève a encore besoin de soutien linguistique passé cette première année? C'est une question pour tout le monde ou... Okay. Alors en collège, donc on a c'est 1 an effectivement qui sont fixés jour pour jour. Pour les élèves, on va dire, qui ont un profil typique, sachant qu'il n'y a pas vraiment de profil typique, mais en tout cas, voilà, ça a été fixé à 1 an. Cependant, pour les élèves qui sont en grande difficulté, et notamment qui sont pas ou peu allés à l'école avant, ou qui sont reconnus comme étant alphabétisés, on peut obtenir des dérogations pour prolonger de quelques mois ou d'1 année. Voilà. Alors, moi, dans mon collège, on communique avec une personne de la DSDEN qui, en général, pour les dérogations de quelques mois, nous l'accorde. Mais ça nous fait quand même des arrivées et un effectif qui est supérieur à l'effectif fixé au départ, puisqu'on n'est plus que 15, on est 19. Donc c'est aussi des choix qui sont faits par l'enseignant et d'autres personnes. Est-ce que je peux compléter la réponse de Lorraine, parce que donc en fait c'est toujours un peu compliqué avec la circulaire. Chacun en a une interprétation et souvent assez restrictive, parce que en réalité on dit l'élève il doit rester 1 an dans l'UPE2A. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UPE2A est considéré comme quelque chose avec un gros volume d'heures. Pour autant, la circulaire, elle dit aussi que l'apprentissage de la langue ne s'arrête pas au bout d'1 an. Il faut forcément continuer cet apprentissage. Donc ça peut être avec moins d'heures, bien sûr, mais ça peut être sous une autre forme, soit un petit module de FLES, FLSCO, en fonction des besoins. Ça, le texte ne l'interdit pas. Après, évidemment, chacun voit là où il a les intérêts, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'élèves qui arrivent, on essaye de pousser, mais ça sous-entend pas que ça s'arrête du jour au lendemain. Et effectivement, et là par contre le texte il est quand même plutôt clair, c'est que pour les élèves peu ou pas scolarisés antérieurement, là le texte il dit qu'il faut au moins les prendre 2 ans dans une structure type UPE2A. Voilà. C'est toujours un peu compliqué avec la circulaire, hein, voilà, mais chacun voit un peu en fonction de ses intérêts. Maryse Vincent, coordonnatrice CASNA. Oui, on a une question à distance de Catherine David, qui est maître de conférence à Aix-Marseille. Donc, quelle est la grande différence entre la façon de penser la progression en FLE et en FLSCO au niveau des objectifs linguistiques? Elle est sympa, Catherine. On a 2 minutes pour répondre. Vas-y, prends. Allez, tiens. Je vais prendre un exemple, enfin je ne sais pas si, peut-être je suis hors sujet, mais moi comme j'enseigne les mathématiques par exemple, je fais beaucoup de français en fait en mathématiques, et du français justement de langue de scolarité, et je m'aperçois par exemple quand je leur donne un problème en maths, il y a des élèves, ils vont me répondre, ils vont trouver la réponse dans le texte. Donc je leur explique, non, là, tu es en train de faire du français parce que tu trouves une réponse dans le texte. Mais là, c'est un problème mathématique. Donc la réponse, elle ne peut pas être directement dans le texte. Il faut que toi, tu aies une démarche et que tu fasses un calcul pour trouver la réponse. Et j'essaie de leur expliquer comme ça la différence entre le français langue étrangère et le français langue de scolarité. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Une dernière question avant de passer au dernier temps de la table ronde. Comment ? Non. Sinon, on termine, on passe au dernier tour de table. Et puis, comme ça, il y aura d'autres questions ensuite. Alors, le dernier tour de table, il est bref, il est assez ciblé. On a demandé aux intervenantes et intervenants de pointer leurs fonctions dans leur métier et de les traduire aussi en compétences. Voilà, donc c'est ça l'idée pendant 2 minutes d'essayer de caractériser un peu tout ça. Merci. Alors les compétences en tant que prof de classe ordinaire accueillant des élèves allophones, c'est pour moi essentiellement des compétences pédagogiques en lien avec l'inclusion et la différenciation. Donc je dois savoir rechercher des ressources de façon pertinente, je dois pouvoir adapter le travail pour permettre une inclusion progressive des EANA, donc un travail totalement différent des autres élèves à leur arrivée. Donc si on reprend en FLSCO et puis en FLE, et puis progressivement un travail partagé avec les élèves de la classe, mais encore une fois adapté. Par rapport à l'élève allophone, je dois mettre en œuvre des compétences d'explicitation, de reformulation, parfois de médiation aussi entre les autres élèves et cet élève-là. Je dois savoir aussi évaluer les besoins de l'élève allophone et évaluer également ses acquis, ce qui n'est pas toujours évident. Je dois aussi savoir adapter mes sollicitations par rapport à cet élève-là. J'avais tendance auparavant à en demander toujours trop à ces élèves-là et j'ai compris qu'il ne fallait pas forcément en demander trop, que l'élève avait aussi besoin de beaucoup de temps avec ses pairs, de contact avec ses pairs. On repense à l'immersion qui a été évoquée tout à l'heure. C'est clair qu'il ne faut pas que l'immersion, mais l'élève a aussi besoin de cette immersion pour apprendre. Au contact des autres et puis dans la vie quotidienne de la classe et de l'école. Par rapport à l'enseignant UPE2A, j'ai besoin de mettre en œuvre des compétences de communication et puis de coordination pour la mise en place d'ateliers éventuellement. Et enfin, je dois mettre aussi en œuvre des compétences de formation avec les autres enseignants de classe ordinaire qui n'ont pas eu la chance d'avoir la même formation que moi et qui ont souvent des idées préconçues et parfois erronées sur ces élèves allophones. Donc j'essaye de partager avec eux les connaissances que j'ai pu acquérir pendant cette riche année de formation. Merci. Oui, alors les compétences pour un enseignant UPE2A itinérant, alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que la formation en master, ça a vraiment aussi changé mon regard. En fait, ça a vraiment été une année, en fait, pour m'interroger sur ma pratique. Comme je disais, ça fait 25 ans que j'enseignais, donc j'avais un truc qui tournait bien. Voilà, puis d'un seul coup, ça vient un peu tout bousculer. Et en fait, c'est vrai que cette année-là, elle permet aussi de développer d'autres compétences. Voilà, c'était un moment de pause, un moment de retour sur soi et de remise en cause. Voilà, et je trouve que, en fait, quand on est affaire à des enfants allophones, eh bien, ce que je faisais habituellement, ça pouvait fonctionner, mais là, du coup, j'ai changé mon regard. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment un apport très important. Voilà, un changement de regard, de voir cet enfant, pas que sur ce qu'il était capable de faire en français, mais en tant que personne tout entière. Donc, les compétences dont j'ai besoin, c'est des compétences pédagogiques, bien sûr, mais aussi des compétences de communication. Alors, avec mes collègues de classe ordinaire, pour un petit peu leur... alors, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais de leur dire ce que j'ai appris. Mais voilà, en tout cas... Voilà, c'est-à-dire que l'enfant qui ne parle pas le français, il connaît des tas de choses. Il ne se borne pas à sa langue, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer un enfant parce qu'il ne parle pas le français. Comment exprimer ça ? C'est-à-dire que vraiment, son identité, elle n'est pas à nier. Voilà, c'est important de valoriser l'identité de l'enfant. Hein. Il y a Adeline tout à l'heure qui disait qu'il y a des enseignants qui ne voulaient pas que l'enfant parle sa langue en classe. Voilà, c'était un peu un tabou. Donc, dans la communication que je dois installer aussi avec mes collègues, c'est de leur donner quelques apports, en fait. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a cette communication. Il y a aussi des compétences en formation, c'est-à-dire que je suis amenée aussi, là, par exemple, à organiser un stage école, c'est-à-dire pour amener des ressources à mes collègues. Voilà, donc, à parler, apporter des outils. Mettre en ligne des ressources. Et puis, les compétences que j'ai développées aussi, alors je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, c'est du projet Erasmus ou pas.
En un mot, voilà. Aussi, en Savoie, on est sur un collectif premier, second degré, dont j'ai des collègues dans la salle, voilà, qui, en fait, un projet Erasmus pour des mobilités à l'étranger, pour voir, en fait, comment les enfants, les EANA, enfin les enfants allophones, sont accueillis dans les autres pays européens. Voilà, donc pour ça, en fait, j'ai mis au service de ce projet mes compétences en écriture que j'ai pu développer aussi. Ça, c'est pas négligeable. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit. Moi, donc, dans les compétences en lien avec ma formation, il y a bien sûr cet enseignement du FLE et du FLE-SCO, enfin du français langue seconde de scolarisation, et surtout aussi les compétences en alphabétisation que je n'avais pas du tout avant. J'ai travaillé dans le cadre de mon mémoire. Les compétences dans les approches plurielles, tout ce qui est plurilinguisme, valorisation des langues d'origine, on est d'accord, ça aide beaucoup. Par exemple, voilà, ça me pousse à essayer d'organiser des projets autour de ça, notamment là très bientôt un concert plurilingue, donc avec mes élèves qui vont chanter devant tout le monde dans leur langue d'origine et dans la langue d'origine des autres camarades aussi. J'ai acquis des compétences aussi à travers le stage que j'ai fait dans le cadre du master, que j'avais fait en UPE2A au lycée Mounier. Ça m'a appris notamment la patience face aux très petits niveaux. On ne sait pas forcément comment se positionner au départ par rapport à ça. Et puis les techniques d'alphabétisation, l'enseignement du lien phonigraphie. Et puis voilà, tout ce que j'ai appris, si vous voulez, sur la pédagogie de projet, sur les simulations globales, ça a évidemment eu un impact sur mes pratiques actuelles. Concernant les compétences qui sont très nouvelles pour moi, il y a la question de l'orientation, dont Dominique a un peu parlé, ça me concerne aussi l'orientation post-troisième. La question aussi de la détection des élèves à profil particulier qui seraient par exemple mieux dans une filière SECPA, qui est une filière pour les élèves en grande difficulté, sachant que j'ai beaucoup d'élèves qui sont en grande difficulté. Donc comment distinguer ceux qui ont une forme de handicap ou de difficulté cognitive de ceux qui sont tout simplement NSA et qui ont des difficultés en lien avec leur parcours, tout simplement. Donc ça, c'est très difficile. Ça demande de travailler beaucoup avec la psy du collège. Ce qui est nouveau pour moi, c'est les compétences logistiques aussi, donc faire des emplois du temps, trouver des aides financières, acheter du matériel, et puis tout ce qui est communication et coordination avec les enseignants, mais aussi avec les autres personnels du collège et de l'administration, et notamment avec l'assistante sociale. Ce qui me mène vers les compétences juridiques que je n'ai pas forcément, mais que j'essaie de développer parce que c'est important de savoir dans quelle situation les élèves sont. Et puis voilà, ça fait beaucoup de compétences qui ne s'acquièrent pas forcément en formation, mais sur le tas, et qui s'acquièrent aussi en commettant pas mal d'erreurs la première année. Là, je suis sur ma deuxième année, j'en commets encore, mais un tout petit peu moins. Et voilà, qu'on essaie tout simplement de ne pas reproduire. Voilà, donc pour ne pas me répéter, je vais juste donner 2 exemples. Voilà, Mamadi, Guinée-Conakry me dit « Mais monsieur, vous ne parlez pas le même français que nous ». Là, je pense au cours de phonologie qu'on avait avec Laura, ou bien en mathématiques, je traite les polygones. Bon, polygone, donc c'est un monsieur qui est poli, non, c'est pas ça. Voilà, donc ça, c'est de la lexicologie. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui me ramènent à ce master FLE. Sinon, beaucoup de logistique, donc comme je l'ai dit, beaucoup d'organisation. Et effectivement, moi, dans ce que je découvre cette année, c'est l'orientation. Donc c'est beaucoup d'adaptabilité, c'est-à-dire que cette année ne ressemble pas du tout à l'année dernière. L'année dernière, c'était des jeunes qui avaient tous une OPP. Donc OPP, c'est une obligation de placement de ces jeunes auprès du département. Et donc tous ces jeunes, l'année dernière, se destinaient à une formation d'apprentissage. Et ça, c'était les centres d'hébergement, les maisons d'enfants qui géraient ça. Cette année, j'ai beaucoup d'élèves déminorisés, donc ils sont en situation délicate, qui ne peuvent pas signer de contrat de travail, donc de contrat d'apprentissage. Ces jeunes, c'est moi qui gère, donc il faut que je leur trouve une orientation au lycée professionnel. En sachant que c'est des élèves qui ont un niveau scolaire très faible, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Le handicap, en fait, je reviens là-dessus, parce qu'effectivement, j'ai le cas cette année. En fait, moi, j'ai appris ça en maternelle. Ce qu'on regarde, c'est les élèves qui ne progressent pas, tout simplement. Si un élève, au bout de 2 mois, il en est toujours au même niveau, c'est plus un problème de langue étrangère. Là, vraiment, c'est qu'il y a autre chose. Donc après, il faut aller chercher. Mais après, l'éducation nationale, on n'est pas très aidé là-dessus. Enfin, en tout cas, là où je suis. Donc après, c'est
les éducateurs qui vont essayer de monter des trucs avec des psychologues, tout ça. Je voulais dire aussi, on a parlé j'en suis où moi ? Des moyens financiers. Je suis arrivé avec un budget zéro, pas de budget, vous vous débrouillez comme ça. Et en fait, il y a un mot magique, rappelez-vous, c'est les reliquats. J'ai découvert ça. Et en fait, alors c'est peut-être pas tous les établissements, mais en tout cas dans le mien, ça marche. Avec les reliquats, je suis arrivé à acheter des manuels, je suis arrivé à faire une sortie, des sorties scolaires, je suis arrivé à même faire une sortie en rafting l'année dernière, je suis arrivé à les amener à la piscine, donc on arrive à faire des trucs quand même sans moyens. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci d'avoir presque respecté le temps. On prend 2 minutes de questions, peut-être ? Alors, j'ai juste une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous disiez, si un élève ne progresse pas du tout pendant les 2 mois, par exemple, c'est qu'il a un handicap. Est-ce qu'on pourrait... pas un handicap, mais bon, je note ça. Il y a un problème en tout cas. Excusez-moi. Oui, moi, je peux j'ai pas. Noté handicap, mais il faut trouver quelqu'un d'autre pour m'aider à l'aider, ce gamin, quoi. En fait, je voulais juste savoir, est-ce que ça se pourrait aussi qu'il ne progresse pas du tout parce qu'il refuse la langue ? Oui, mais ça, déjà, s'il refuse la langue, j'ai eu le cas. Hein, j'ai un élève, tout à l'heure, on parlait de 1 an, 2 ans. J'ai un élève, ça fait 4 ans qu'il est en France. Il était encore dans ma classe en début d'année. Là, effectivement, il refuse la langue, mais là, il faut voir avec un psychologue aussi. Donc moi, il y a un moment donné, je peux pas aller plus loin, quoi, voilà. Oui, alors c'est une question qui est posée par une personne qui doit être dans la salle, je pense, une étudiante de master, qui demande si des choses sont faites auprès des élèves français. Je pense que, notamment en termes d'altérité, pour qu'ils acceptent ou qu'ils interviennent, enfin, leur manière d'être avec ces élèves-là. Bah oui, on travaille beaucoup avec les élèves français et ça se fait naturellement puisqu'on accueille des élèves allophones dans les classes. Donc forcément, on en vient à parler de la culture de l'élève allophone, de sa langue, de son pays et ça se fait naturellement. On prend du temps. L'intérêt en primaire, c'est qu'on peut prendre ce temps et qu'on n'est pas clivé en discipline. Je rajouterais même que voilà, il y a du temps qui est pris et surtout c'est bénéfique pour tous. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture vers l'enfant allophone, mais aussi vers les autres. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même une grande richesse dans une classe, quand ça peut se faire comme ça. Encore une question d'Émilie, la dernière peut-être ? Non, mais pas de la journée. Pas de la journée. Oui, ma question s'adresse surtout à Dominique. En fait, on avait vu que souvent pour les élèves qui arrivaient, qui étaient MNA, il y avait un enjeu d'orientation qui était fort, qu'ils avaient peut-être des aspirations. Que se passe-t-il quand ils ne peuvent pas les réaliser et qu'ils se rendent compte que c'est très urgent pour eux d'avoir une formation professionnalisante qui n'est peut-être pas celle qu'ils avaient souhaitée au départ ? Ouais, ça c'est très dur à gérer. Alors il y a l'aspect orientation, c'est des gamins, par exemple, moi j'ai un gamin, il arrive avec les habits qu'il coud lui-même, donc lui il veut être couturier, hein, c'est clair. Là pour le CAP, il a demandé 3 lycées professionnels, donc ça c'est une chose. Il y a une difficulté à laquelle je suis confronté, enfin les familles, l'accueil est confronté, c'est que c'est des jeunes, ils ont été transbehutés pendant des années à travers pour venir jusque-là, ils sont arrivés à Gap, ils ont trouvé une famille, ils se sont posés, ils ont des copains, et on leur dit l'année prochaine, tu vas partir à Embrun, l'année prochaine, tu vas partir à Briançon, l'année prochaine, ils n'ont pas envie. En fait, c'est plus ça que de changer de filière. À la limite, changer de filière, ça marche. Mais quitter Gap, c'est dur. Très bien. Donc, je crois qu'on va clore maintenant la matinée. Vous remercier vraiment très chaleureusement tous les 4 pour votre présence et...